Eh ben, c'est parti. Donc aujourd'hui, on va vous parler de Gaston. Et au-delà d'un orchestrateur, ce qui va nous intéresser de vous montrer, c'est comment finalement, avec un orchestrateur comme Gaston, on va être capable d'organiser notre delivery logiciel. Euh, et donc, je me présente très rapidement. Donc, Jean-Louis Rigaud, moi je suis ingénieur et coach en transfo et native. Euh, Aujourd'hui, j'ai des organisations à la fois côté orga, mais aussi côté équipe, à faire évoluer à la fois leur plateforme, mais aussi toutes leurs pratiques de développement pour intégrer justement tout ce qui est autour des sujets agents, multi-agents, orchestration, et pour aller vers des workflows de delivery agentiques. Et je laisse la parole à Emmanuel. Bonjour, Emmanuel Chiara, AI Native Engineer, ex-spécialiste GCP Data Engineer, ex-coach agile, j'étais architecte Java, mais ça fait un bon bout de temps. Donc profil un peu atypique. Et je suis passionné par la tech, je suis passionné par ce qui se passe en ce moment. J'interviens en entreprise à différents niveaux sur les stratégies, déploiement, le coaching. Je m'intéresse particulièrement à aider les développeurs, les équipes à utiliser les agents de code, et je suis spécialiste sur Cloud Code. Voilà. Eh ben c'est moi. Donc bonjour. Du coup, on va commencer par vous parler un peu des 8 étapes de développement IA telles qu'elles ont été décrites par Steve Higgy, qu'on va vous présenter juste après. Pour parler un peu des phases d'utilisation par lesquelles vous êtes certainement passé également. Donc Steve Higgy définit ça en 8 phases. La première phase, c'est j'utilise rien du tout en fait, ou alors parfois ChatGPT ou autre sur mon téléphone et sur le web. Deuxième phase, je commence à utiliser dans les assistants IDE, c'est-à-dire c'était du Copilot il y a à peu près 2 ans. Voilà, je fais un chat, j'ai des autocomplétions, j'ai des snippets qui sont générés. Et je donne à chaque fois l'autorisation yes, 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 yes quand l'agent veut faire quelque chose qui soit en dehors des clous ou qui touche à du code, etc. Les gens ensuite, enfin les développeurs ensuite évoluent un peu en mode YOLO parce que dire yes, 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 c'est fatigant au bout d'un moment. Et toujours avec le chat sur le côté, je donne des autorisations et je laisse faire un peu plus. Donc on commence à avoir on se repose de plus en plus sur l'agent lui-même. Et la suivante, c'est on a du genre du Cloud Code, du CLI qui se trouve dans l'IDE, on utilise plus de place sur l'IDE et on commence à se centrer un peu plus dessus. Euh, Ensuite, version 5, c'est je commence à délaisser l'IDE, je l'utilise de moins en moins et je vais passer soit sur l'agence CLI, soit maintenant on a de plus en plus, on passe même pour une session unique sur par exemple Cloud Desktop, qui commence à être fourni, à donner beaucoup plus d'outils et de facilitation de travail, mais c'est sur une seule session. Et voilà, je fais mon travail. Cette fois-ci, c'est vraiment l'agent qui commence à écrire beaucoup de code et je touche de moins en moins les DE ou alors pour vérifier des choses, voir comment ça se passe. Ensuite, l'étape suivante, c'est je passe à du multi-agent. Je vais faire plusieurs sessions en parallèle pour faire différents travaux jusqu'au moment où, version 7, j'en ai des dizaines et là, je commence à avoir des problèmes de coordination qui vont être résolus par la dernière phase qui est la construction d'un orchestrateur qui va gérer toutes les sessions en parallèle et qui va me permettre de ne plus avoir les problèmes d'orchestration que j'aurais à faire manuellement. Donc, en gros, 3 étapes. Première, je suis beaucoup sur l'IDE, j'ai des flux individuels et je ne laisse pas la main. Deuxième étape, je commence à lâcher la main, version 4 jusqu'à 6, niveau 4 jusqu'à 6, et je fais les choses moi-même. Et troisième étape, je commence à avoir des soucis de coordination et je le résous en ayant des orchestrateurs. Donc, takeaway, le développement de l'IA passe de l'assistance jusqu'à la coordination organisationnelle. Donc, cette échelle-là a été créée par Stevie qui a écrit avec Gene Kim le bouquin Vibe Coding, et qui décrit la bascule entre l'utilisation individuelle vers une software delivery, des agents de code qui vont délivrer des logiciels en AI native. Alors, définition de Vibe Coding, hein, le Vibe Coding, c'est simplement du code qui a été créé
uniquement par l'agent ou principalement par l'agent. Donc, il n'y a plus d'intervention manuelle, à part pour les revues et à part pour cette chose. Mais même pour les revues, en fait, on va toujours passer par l'agent pour modifier le code. Il a créé Gastown à partir. Il a passé du temps chez Google et chez Amazon. Il a été un gros avocat justement d'avoir des orchestrateurs. Comme personne ne faisait rien, lui, il l'a fait lui-même. Il a créé Gastown, qui est un modèle opérationnel pour coordonner tous les agents et de manière déterministe, dans le sens où ils vont toujours réussir à terminer le travail. Et ça a été basé sur quelque chose d'autre qu'il a inventé, qui sont les beads, qui est en gros un registre de travail permanent. Donc, en gros, c'est un endroit où on va voir toute la mémoire et tout l'historique de tout ce qui se passe, qui est basé sur Git et qui permet à des workflows agentiques de pouvoir être pérenne et de garder un état et de savoir quoi faire, quand est-ce que ça marche, et de pouvoir terminer les tâches qui ont été démarrées. Alors, pour ce qui est de Gastown, on va en parler très rapidement ici, puis ensuite on va parler plus précisément un peu plus tard. Donc Gastown, on fait un parallèle un peu avec tout ce qui est de l'imagerie, un monde dans lequel on a le gaz qui est le pétrole en fait, et le pétrole c'est le code, c'est la source de ce qu'on va travailler pour pouvoir avoir des features et avoir des choses de valeur ajoutée. Donc la town, le village, c'est le quartier général agentique. C'est un espace opérationnel qui est séparé du reste, dans lequel on va pouvoir orchestrer, on va avoir des identités avec différents types d'agents qui vont faire différents types de problèmes, des échanges entre les agents au travers de mails et surtout un traçage du travail qu'ils vont faire. La town, donc le village, il est coordonné par un maire, le meilleur, qui lui est le point d'entrée principal des développeurs et qui va faire en sorte que tout le bruit du travail qui est fait par tous les workers qui existent ne passe pas, ne charge pas l'espace cognitif de l'humain, donc du développeur, et il va transformer l'intention de ce qu'on veut faire, donc les features qu'on veut développer, vers des features faites de manière en coordonnant le travail. Et dans ces towns, on a des rigs qui sont des tours de forage, qui sont en gros des unités d'un projet qui vont contenir un certain nombre d'acteurs, un certain nombre d'agents qui vont faire ce travail-là. On en parlera plus tard. Donc, c'est des Polscat, des Witness, et puis des raffineries. Et un rig, en gros, c'est un repository. Donc, Gastown, c'est du vibe coding qui est rendu opérationnel et qui va garantir le fait que les choses se font sans en gérant le chaos qui peut exister. On a des agents qui sont non déterministes, il faut faire en sorte que ces agents, quand il y a un truc qui ne marche pas, ils vont tout de même faire le travail. Les agents, les workers sont visibles, ils ont une identité. Les beads vont fournir le registre de travail qui sera la mémoire, les mails, la provenance, et qui fait que comme il y a du guide derrière, ça va pouvoir être permanent. Les convois, ça va être de montrer le chemin du travail à délivrer. Les witness referees vont être là pour éviter le chaos et faire en sorte qu'on puisse merger toutes les différentes branches qui sont faites durant le travail. Alors, on va passer à la démo. Rien de mieux qu'une démo live pour voir comment ça fonctionne. Donc, pour ça, comme on l'a dit juste avant, il faut prompter le Mailleur. Donc là, j'ai un prompt que j'ai récupéré et après, je vous présenterai une application sur laquelle on va travailler qui est Agreement Hub. C'est une application toute simple en CRUD qui est de CLM, de Contract Lifecycle Management, donc pour tout ce qui est juridique, gestion de contrat, gestion de clause, et ce genre de choses qu'on va venir enrichir. Comme on n'a pas beaucoup de temps, je vais d'abord lancer la démo et après je reviendrai sur l'application. Donc là, j'ai récupéré le prompt. Donc ça, c'est ma démo, c'est l'application de démo. Là, je suis dans une instance de Gastown qui est lancée. J'ai fait donc j'ai une ligne de commande GT qui me permet de tout faire dans Gastown, de piloter l'orchestrateur. Mais ce qu'on va voir, c'est qu'on va surtout interagir avec le Mailleur. Donc là, je vois que tout est bien up. Donc je vais m'attacher au Mailleur. Donc chaque agent Mailleur inclus, se trouve dans une session Tmux dans Gastown. Donc ça permet de toujours, à chaque identité, d'être attaché à une session qu'on va pouvoir réutiliser tout le temps. Même si la session derrière Cloud Code est relancée, mais en fait, on aura toujours la session Tmux qui sera up.
Donc là, j'ai mon prompt, je vais envoyer mon prompt. Donc là, je suis sur un prompt qui est assez grand pour la démo, mais on pourrait tout à fait simplement lui dire, «Livre-moi, implémente-moi, une nouvelle fonctionnalité» et en fait, après, il va se débrouiller. Là, dans mon prompt, j'ai mis un petit peu plus de choses parce qu'on a une démo et qu'on veut montrer un maximum de choses en 15 minutes, en tout cas pour la démo live. Donc c'est très, très court. Donc là, ça se découpe en plusieurs parties. Je lui explique un petit peu qu'est-ce que je veux voir dans la démo, comment ça va se passer. Je lui donne un petit peu de cadre et je lui donne aussi quelques règles de fonctionnement dans Gaston parce que on se rend compte que dans Gaston, tout est bien écrit, décrit dans le fonctionnement, mais finalement, les agents, ils découvrent un petit peu aussi le fonctionnement de l'orchestrateur. Donc là, je commence à diriger un petit peu pour que ça puisse tourner en 15 minutes. Donc on va le laisser travailler. En attendant, donc là, il est parti, il est en train d'analyser l'application. On va revenir sur l'application. Donc l'application, bah, c'est vraiment une application toute simple, mode CRUD, où je peux ajouter des contrats, les supprimer, etc. Pour l'instant, il n'y a que ça. Et ce qui va m'intéresser, c'est d'ajouter des use cases. Alors, je vais essayer de mettre plus grand là. Hop. Donc, on a 5 use cases qui sont définis dans la doc de l'application à implémenter. Et donc, là, dans le cadre de cette démo, on va lui demander d'en implémenter 2. Et l'idée, c'est de pouvoir voir comment il va gérer du travail en parallèle, directement géré par l'orchestrateur. Et donc, on a 5 use cases, d'avoir un générateur de clauses avec une IA, un reviewer de risque des contrats, même chose avec de l'IA, un workflow pour approuver, etc. etc. Je vais revenir donc je vais revenir ici. Donc là, il a commencé à analyser tout le repo que je lui ai donné là de Agreement Hub. Donc il a vu ce que c'était, c'est une application de CRUD, voilà. Il a vu un peu les technos qui étaient derrière. Et donc il a décidé qu'il allait implémenter les 2 fonctionnalités qui sont là. Donc la recherche et les filtres sur les contrats et la clause de génération. Ça aurait pu en être d'autres, hein. Là, c'est ce qu'il a décidé. Donc après, il explique comment il va gérer tout ça, quelles sont les dépendances. Donc là, il a analysé tout le code. Et ensuite, il va donc probablement là, il va nous expliquer comment il va vérifier, les décisions qu'il a prises. Donc là, par exemple, pour la démo, il a décidé qu'il n'y aurait pas de LLM directement et qu'il allait tout moquer. Comme ça, on va pouvoir faire la démo facilement, c'est bien, c'est sympa. Et maintenant, bah, il attend mon go. Donc je vais lui donner le go et il va commencer à démarrer. Et on va reprendre la démo juste derrière. Sachant que dans ce cas-là, il n'y a pas eu d'échange avec Jean-Louis parce que on lui a spécifiquement demandé de prendre des décisions et de faire des trucs simples pour cette démo. Hein. C'est pas forcément le cas lorsqu'on fait du développement réel. Alors, donc là, il est parti, il est en train de créer les bits, etc. Et donc, nous, on va continuer d'avancer là-dessus. Ça marche plus. Et je te rends la main, Emmanuel. Qu'on aille un Merci. tout petit peu plus vite. Ouais. On va accélérer un peu. Donc, on va faire une comparaison de pourquoi est-ce que les workflows single agent avec monosession cassent. Alors, en fait, quand on a un agent unique, c'est très bien pour de l'assistance locale. Il y a un seul contexte, un seul fil d'exécution et une seule branche de travail. Alors, le problème avec ça, c'est que, par exemple, on va avoir une saturation de contexte, vu qu'on a une seule context window, et ben, elle va se remplir au fur et à mesure. Et bon, comme vous savez, plus la fenêtre de contexte est grosse, moins la qualité de ce que va faire l'agent est grande. Et puis aussi, il y a what is lost in the middle, ce qui est perdu au milieu, et il va parfois oublier ou mettre moins d'intention sur les contraintes ou les instructions qu'on lui a données. La deuxième, c'est une exécution séquentielle. Alors, je sais que maintenant, on vient de parler de Dynamic Workflows, donc c'est en train de changer un peu. Tout de même, il y a du vendor locking et il faut voir comment cette chose-là évolue. Dans la démonstration, dans ce que je vais présenter là, on va supposer qu'il n'y a pas il y a qu'une exécution séquentielle, ce qui est toujours valable dans le fait où on est quand même sur sur une seule interface pour l'instant, on n'a pas forcément beaucoup de contrôle sur ce que font les agents, même si c'est en train de changer. Pas de mécanisme de coordination. Quand vous avez plusieurs sessions en parallèle, en fait, c'est vous qui allez faire la coordination. C'est vous qui allez de manière implicite décider de qu'est-ce qui va arriver à l'une avant l'autre ou quelles sont les dépendances entre les différentes choses que vous êtes en train de développer dans les différentes sessions. Et du coup, ça donne une pression sur le merge. Pression sur le merge, c'est-à-dire que vous allez avoir plusieurs développements, plusieurs workstreams. À un moment, il faut les merger. Donc,
Comment est-ce que ça se fait? On peut décider de le faire automatiquement. Peut-être que au moment de faire, il va y avoir des choses qui ne vont pas marcher, qui vont pas casser, etc. Mais là, dans une session unique, en fait, avec plusieurs sessions uniques, ça va être vraiment un problème. Et ensuite, il n'y a pas de supervision opérationnelle. Quand le travail est bloqué, c'est difficile de savoir pourquoi, difficile de faire en sorte qu'il va continuer. Donc voilà, contexte window, travail séquentiel limite le débit, travail parallèle crée une pression sur l'intégration, les merges, et la supervision devient un sujet de premier ordre. Donc comment est-ce que Gastown organise le travail? Eh ben, Gastown, il y a un point d'entrée qui est vous, votre intention, qu'est-ce que vous voulez faire, et vous allez demander en langage naturel, vous allez avoir une demande qui est incomplète, qui est par construction. Simplement, bah voilà, vous faites du langage naturel, ou alors vous avez quelque chose qui est beaucoup plus évolué, mais pas forcément avoir un PRD complet. Et même avec le PRD, vous allez pouvoir avoir des échanges pour avoir des questions. Il y a des couches d'organisation dans Gastown qui vont structurer le delivery. Donc, on a le maire qui planifie et coordonne, les builds qui vont rendre le travail adressable, donc elles vont être dans un registre bien découpé, avec un ordre, avec un graphe. Les convois qui vont vous permettre de suivre le flux de delivery en mettant les builds les unes après les autres et puis en y allant par différents convois à droite à gauche. Le witness et la raffinerie, ils vont garder l'exécution observable et garantir que cette exécution se fait vraiment. Et les polecats, les furets, c'est vraiment un monde animal où le maire lui-même est un renard, par exemple. Donc les polecats, ils vont faire eux le travail. Le travail éphémère, on va le voir tout à l'heure. Et en sortie, vous allez avoir un delivery qui est observable, avec des statuts, des dépendances, des responsabilités, des progressions, des flux de merge qui vont devenir inspectables, que vous allez pouvoir aller regarder. Donc le passage à l'échelle vient de la coordination partagée, pas des prompts plus gros que vous allez avoir sur une session. Alors, je vous propose que on regarde ça. Donc, là, il a beaucoup avancé. Donc là, il a déjà commencé à partager le travail. Donc là, on voit qu'il a créé des beads. Il a créé un convoi aussi. Et on voit qu'il y a 2 polecats qui ont été lancés sur chacune des tâches. Donc, si on veut regarder un peu plus dans le détail, on peut aller voir le. Donc là, on voit, on a 2 sessions, Furiosa et Nux. Donc c'est les deux polecats qui sont en train de travailler là. Donc là, on voit, ils sont en train de travailler, voilà. Ils ont pris les tâches et ils sont en train d'implémenter. On peut aller sur le deuxième, là, on voit aussi qu'il est en train de travailler. Si on sort de la session des agents et qu'on regarde un petit peu ce qui a été créé derrière, donc on va voir qu'on a un convoi. Donc il a pris la décision de créer un convoi complet. Alors il aurait pu en créer un par use case, mais là il a décidé de pouvoir suivre le travail avec un seul. Donc ça c'est un peu, on va dire c'est lui qui décide. Hein. Je vais récupérer ça. Hop. Donc on voit que dans ce convoi, on a deux issues qui sont traqués. Donc les issues correspondent à des bids. Donc ces bids, on va les retrouver, ici. Donc là, on voit qu'on a les 2 bids correspondants qui sont ici. Et l'avantage des bids, c'est que on a un état, on a un statut, on sait si ils sont en train d'être pris ou pas. On a une priorité, donc ça permet de prioriser les différentes tâches entre elles. Et on va pouvoir les affecter aussi. Et les bits, ça permet vraiment d'avoir un arbre de dépendance entre toutes nos tâches. Donc on a un besoin, il est découpé en différentes tâches, on a un arbre de dépendance et les bits permettent de modéliser tout ça. Donc je reviens sur le Mailleur. Donc là, ça continue de s'implémenter. Si je regarde vite fait, voilà. Donc là, il est en train. Alors là, il a déjà commencé à pousser le travail. Donc on va le laisser comme ça et on va revenir au slide. Alors ça marche pas chaque fois. L'organisation. Donc, pour aller un peu plus dans le détail, dans l'organisation, on a donc un town et plusieurs rigs qui sont en gros des repos. Le town, le overseer, c'est vous en fait. C'est l'humain qui va pouvoir donner l'intention et qui va avoir des contrôles. Et parfois, le meilleur va se coordonner avec lui. Il va faire en sorte de ne lui montrer que les choses qui sont importantes, qui requièrent son attention. Comme ça permet de descendre la pression cognitive qu'il y a sur l'humain, sur le développeur.
Le meilleur fait une coordination au travers de tous les rigs, de toutes les plateformes de forage, de tous les repos et de tout le travail qu'il y a sur chacun. Et le Deacon est là pour s'assurer de la santé du système dans son entièreté. Il va se reposer pour cette santé sur les witness que vous voyez plus bas. Les witness qui vont superviser le rig. Et en gros, il va superviser également les crews qui sont des workers persistants. Par exemple, vous allez créer un crew pour avoir une personnalité particulière, comme par exemple pouvoir travailler sur des PRD ou des fonctionnalités, et puis d'autres crews qui vont être plutôt un truc architecte, vous allez pouvoir échanger et faire et poser des questions. Les polecats, eux, sont les workers éphémères que Jean-Louis nous a montré. Et la raffinerie va être une queue unique pour tous les merges. Ce qui permet les polecats, les travailleurs éphémères, vont simplement faire leur travail dans une branche et ensuite le donner à la raffinerie. Et la raffinerie aura pour tâche d'essayer de merger les branches. Et si jamais il y a un conflit, il va redemander à un polecat, tiens, il y a un conflit, gère-moi ça. Le polecat va refaire un travail sur sa branche, va leur remettre dans la queue et du coup, elle va être remise dans la queue. Donc voilà. Alors, qu'est-ce que ça donne en vrai? Donc, on voyait tout à l'heure. Donc, on va reprendre un petit peu les différents rôles. Donc, on a vu donc on a les polecats, c'est ceux qui sont en train d'implémenter. Alors là, c'est intéressant parce qu'on voit qu'il a terminé. Donc, il a fait un GT done. Et donc ça va aller côté, refinery. La refinery, c'est elle qui gère la merge queue. Donc là, elle a vu qu'il y avait quelque chose qui était terminé. Et donc, c'est son rôle de gérer, de voir s'il y a des conflits, si elle va être capable de merger, de faire les dernières vérifications, de réexécuter les tests, de builder, etc. Et de s'assurer que ça peut bien merger. Et s'il y a des conflits, c'est elle qui gère aussi. Donc là, elle est en train de travailler dessus. On peut le voir aussi, si on sort ici, que dans sa merge queue, alors les deux ont terminé. Donc on a donc là, elle a tous les éléments qui ont été implémentés par les polecats sont terminés et sont dans la merge queue de la refinery. Ce qui est intéressant de voir aussi, c'est le witness. C'est le witness qui va dispatcher les bids, donc les tâches, aux différents polecats. Donc les rôles sont bien déterminés. Je retourne sur la présentation. Donc on va aller assez vite parce que le temps passe très très vite. Donc les bids, dans notre cas concret. Donc là, on avait 5 use cases. Donc les bids, c'est vraiment c'est le découpage en tâches. Donc j'ai un besoin et il faut rendre ce besoin en un ensemble de tâches exécutables avec un ordre, une responsabilité, un statut. C'est ce que permet de faire le bid. Ça permet de gérer toutes les dépendances et de savoir que, par exemple, le use case 4, je ne pourrais pas le faire tant que je n'aurais pas fait le use case 2 et tant que je n'aurais pas fait les fondations. Là, dans notre démo, volontairement, je lui ai demandé de ne pas faire tous les use cases. Si vous voulez qu'on fasse une démo avec tous les use cases, il nous faudra un peu plus de temps, c'est ce qu'on fait habituellement. C'est des choses qu'on pourra faire si vous le souhaitez à un autre moment, à d'autres occasions. Mais là, ce qu'on a fait, c'est qu'on lui a simplement demandé de faire 2 use cases en parallèle. Les convoys, ça permet d'organiser le travail. Donc, si je lui avais demandé de faire tous les use cases, probablement qu'il aurait fait des convoys en réorganisant les tâches pour chacun des use cases. Pas toujours, des fois il fait un seul convoy global pour toute la réalisation. Ça, c'est vraiment c'est le mailleur qui décide. L'intérêt du convoy, c'est vraiment pouvoir suivre à un plus haut niveau. C'est un peu votre backlog. C'est comme si vous étiez en train de lancer un sprint et vous allez voir toutes vos US qui vont progresser dans ce backlog. Et les bids, on va être plus au niveau des tâches et sous-tâches. Et les polecats, ça on l'a vu. Les polecats, ça permet de faire de l'exécution en parallèle. Les polecats donc le witness va dispatcher les tâches entre les polecats. Le witness va lancer un polecat et une fois que la tâche est terminée, il fait un GT done et qui permet, après c'est le witness qui décide, soit tu restes pending s'il y a une nouvelle tâche qui arrive, soit tu t'arrêtes et c'est lui qui décide. Et en gros, le workflow, c'est j'ai une demande produit, j'ai les bits qui vont être cadrés, j'ai un worker d'exécution isolé qui se lance, c'est le polecat, et ça permet d'avoir un delivery qui soit entièrement coordonné. Donc on va aller revoir tout ça avant de passer sur la supervision.
quoi que je vous l'ai déjà montré. Non, on va avancer parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Je te redonne la main, Emmanuel, Merci. sur la supervision. Vas-y. Donc là, on va se concentrer un tout petit peu sur la supervision, sachant que dans les slides que je vous ai présentés auparavant, on a bien vu qu'on avait séparé coordination par le meilleur, l'exécution par les polecat, la supervision par le witness et également par ce qu'il y a dans les beads, et l'intégration par la raffinerie qui va tout mettre ensemble. Donc, quand on voit la supervision, donc encore une fois, on a le maire qui va coordonner le travail. Le deacon, lui, va s'assurer de la santé globale de la tente, il va la surveiller, il va regarder le cycle de vie, il va gérer les reprises. Le deacon lui-même, pour qu'il puisse faire son travail, il faut qu'il soit vivant. Et comme c'est un agent, peut-être qu'il peut mourir, il peut se passer un truc. Donc il y a un daemon qui est la seule chose qui va être déterministe, enfin l'une des seules choses qui va être déterministe, qui va toutes les 2 minutes réveiller un boot qui est un dog. Les dogs en fait sont les petites mains du deacon. Le deacon est un loup et donc boot le dog lui va s'occuper de faire en sorte que le loup soit toujours vivant. Donc toutes les 3 minutes de manière régulière, il va aller vérifier ça. Et les autres dogs sont des dogs qui vont faire les bases œuvres, qui vont faire des trucs plutôt déterministes, du genre on va faire un garbage collecting des bees, on va vérifier qu'il n'y a rien qui est physiquement bloqué dans l'infrastructure, etc. Ensuite, au niveau du rig, la boucle opérationnelle, elle se fait principalement autour des witness qui va surveiller les polecats, il va détecter que ceux qui sont bloqués, il va les relancer, il va faire attention à ce que tout se passe bien. Le crow, lui, il est un peu sur le côté parce que c'est l'agent pérenne, c'est l'argent persistant avec lequel vous allez principalement interagir. Et les polecats éphémères qui vont prendre des bises, les implémenter et puis ensuite laisser la main et prendre d'autres bises au fur et à mesure et la raffiner qui va faire une gestion des queues. Et du coup, la supervision, elle rend l'exécution distribuée opérationnelle. Elle s'assure qu'elle est là, elle s'assure que les choses sont vivantes et qu'ils avancent, et en même temps, ça garde des traces de ce qui se fait et de ce qui se passe. Il faut voir ça comme en fait, on a une mécanique d'escalade. C'est-à-dire qu'on veut que le système soit résilient, c'est-à-dire que quel que soit le problème qui peut arriver, il faut trouver une solution. Et donc, on a un système d'escalade, c'est-à-dire que le polecat peut essayer de résoudre des problèmes. S'il n'y arrive pas, il remonte à la raffinerie, à Witness, qui peut remonter au niveau de HQ, etc. Et le but, c'est vraiment que ce soit toujours résilient. On a une garantie qu'on arrive à un résultat. Donc, on va regarder ce que ça donne. Alors, je pense qu'il a... là, c'est bon, il a terminé. Donc là, il est arrivé à la fin. Donc, si on retourne dans le... Donc, je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Là, on voit le witness a fait son travail. Il n'y a plus de polecat. Donc, les polecats ont été arrêtés. La raffinerie a terminé aussi. Tout a été mergé. Voilà, c'est ce qu'il est en train de nous dire là. Et le Mailleur, comme je lui avais demandé dans mon prompt de départ de me faire un compte rendu de tout ce qui a été fait, c'est ce qu'il vient de me faire. Donc, on voit, donc si on regarde le compte rendu, on voit que les deux use cases à implémenter sont implémentés et ont bien été mergés sur la branche principale. Il nous explique même comment on peut faire la démo dans l'application. Et dans Gaston, qu'est-ce qui a été créé? Donc il y a eu un convoi avec 2 tâches, et là on voit les 2 bits correspondants, tout ce qui a été fait. Et il a fait les vérifications, tout est bon. Donc ça, c'est parfait. Si je redescends à ce niveau-là, que je regarde ici, tout est terminé, toutes les tâches sont terminées. Si je regarde le convoi, même chose, il est bien terminé. Et si je regarde dans la raffinerie, voilà, j'ai plus rien dans la merge queue. Qu'est-ce que ça donne dans l'application? Donc là, je vais simplement récupérer ce qui a été créé. Donc là, j'ai un agent qui fait que ça, qui me récupère le repo. Il va me le mettre comme une branche locale sur mon repo, là, Agreement Hub, et ça va nous permettre de voir ce qui s'est passé. Donc je vous rappelle, l'application c'était ça au départ, c'est une application CRUD de gestion de contrat. Et donc là, on a 2 fonctionnalités en plus. On a la recherche et la génération des clauses. Alors, c'est parti, c'est bon, ça a été ajouté. Donc je devrais avoir ma branche ici. Live, c'est pas encore arrivé. J'ai le remote qui est là, non, il n'a pas terminé. Allez, on se dépêche. C'est bon, je l'ai. Allez, on va pouvoir se mettre dessus et on va regarder ce que ça donne sur la démo. Donc, voilà, j'ai ma recherche maintenant ici. Là, je peux chercher ce que je veux.
Donc, je sais pas, par exemple, IP, est-ce que j'ai des trucs? Ouais, voilà. Donc, il va chercher dans le contenu, etc. Super. Et là, j'ai ma génération de clauses. OK, donc je peux mettre différents types. On va mettre Acme. Là, on va mettre LLC. Mettre Delaware. Allez, on va générer, on va voir ce que ça donne. Bon, bah, ça a l'air de fonctionner. Ah, c'est intéressant parce qu'il a déjà mis des risques alors que c'était une autre feature. Donc, il a déjà commencé à intégrer des choses qui étaient d'un autre use case. Bon, voilà. Donc, ça a l'air de fonctionner. Je retourne sur la présentation. Donc là, on a vu l'application. Donc, il a fait le générateur de clauses et il a fait la recherche intelligente. Bon, en 15 minutes. Hein. Et donc, on en arrive à notre takeaway. On va reprendre les problèmes et les réponses apportées par Gaston. Vas-y. Problème, saturation de ton texte, où les contraintes ou les instructions importantes disparaissent à cause d'une session qui grandit mais qui est limitée. Alors, Gaston, qu'est-ce qu'il propose? Eh ben, il propose de structurer le travail à travers des beads, créer des artefacts, et il gère tout ce qui est passage de relais de façon explicite. Exécution séquentielle, le débit est limité par une seule boucle de worker ou une seule session. Donc Gaston utilise des polecats, c'est des workers, qui vont exécuter le travail de façon indépendante et complètement isolée et en parallèle. Pas de mécanisme de coordination. La coordination est manuelle, implicite, et toutes les dépendances et responsabilités sont à la charge du développeur. Alors pour se coordonner dans Gaston, on a plein de choses. On a le Major principalement, on a aussi le crew au niveau de chaque rig, et on a les convoys qui permettent de voir la progression. Tout ça, ça rend visible à la fois les responsabilités et tout le travail qui est implémenté. Pression sur le merge, on fait plein de changements en parallèle sur différents workstreams qu'il va falloir intégrer à un moment, et donc on a tous les problèmes de config merge, etc. Donc dans Gaston, on a la raffinerie qui gère toute la merge queue. C'est elle qui va s'assurer que tout le travail va converger vers la branche principale et que ce soit bien intégré, testé avant. Et du coup, pour terminer, pas ou peu de supervision opérationnelle. Quand le travail est bloqué, il est difficile de l'observer, de le récupérer, de pouvoir faire en sorte qu'il se débloque et qu'il avance. Et donc là, dans Gaston, on a de la supervision vraiment à tous les niveaux, que ce soit les agents, que ce soit les rigs, que ce soit la partie HU. Donc pour ça, on a le witness et le deacon. Le witness au niveau de chaque rig, le deacon au niveau de l'orchestrateur lui-même. Et comme je disais tout à l'heure, on a des mécanismes d'escalade qui permettent, quel que soit le problème, de pouvoir trouver des solutions et de faire en sorte que l'orchestrateur soit bien résilient et escalable tout le temps. On a terminé. On a un petit peu dépassé, peut-être beaucoup même. Merci à tous. Si vous avez des questions, on a mis quelques exemples. Par exemple, qu'est-ce que ça coûte et ça, c'est des choses qu'on peut vous montrer. Elle était posée. Elle était posée. Bon, effectivement, ouais. On peut peut-être commencer sur celle-là. Exactement. Donc, dans le cadre pour faire la démo, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai créé tout un outil qui s'appelle Taxiway qui permet de gérer les labs. Et derrière, j'ai mis une gateway avec un lit LLM et qui redirige toutes les traces vers Langfuse. Et donc, ça permet de voir le coût. Donc, les $36, c'était le coût juste de setup. Donc là, on voit que ça nous a coûté $121 de faire cette petite démo que j'ai pas arrêté. Donc là, il y a encore les deacons et witness qui continuent de tourner pour s'assurer que le système fonctionne. Donc, ça devrait continuer d'augmenter un petit peu. Un petit mot par rapport à ça. Notez qu'on a utilisé Opus pour tous les modèles, ce qui n'est pas nécessaire. Hein. Certains modèles peuvent avoir du Sonnet et d'autres même du Haiku. Et également, donc, on est bretelles, ceinture et bretelles hein, pour que ça marche. Et également, il y a une nouvelle de Gastown, Gascity a été créé. Gascity, c'est un SDK. Vous voyez que dans Gastown, on a tout un ensemble d'agents qui sont prédéterminés, comme le maire, le deacon, etc. Gascity, c'est un SDK
qui va permettre de définir ces agents et de définir comment ils marchent ensemble, mais qui va tout de même garantir certaines choses, comme le fait que les agents ne meurent pas. Quand ils sont bloqués, ils sont débloqués, etc. Et à partir de ça, il y a certains mécanismes qui sont devenus plus déterministes, et du coup, on a moins de coups de, par exemple, le deacon qui va vérifier des choses, des dogs qui vont vérifier des trucs, le witness qui va passer, qui va utiliser plus d'IA pour pouvoir faire ses tests. Donc du coup, le coût va baisser de ce côté-là, entre autres. Ouais. Et c'est bah, du très coup bien, API pur. C'est du coup API pur, sachant que nous, on utilise des Oui, souscriptions Cloud Code. alors, Donc, c'est pas le coût réel, parce ouais. qu'effectivement, moi, je suis sur une souscription, donc là, c'est le coût si j'avais payé en token. Ouais. Ok, Donc, ouais. Merci les subscriptions. C'est cher la démo quand même. Hein. Ouais. Il y avait une question de Florian justement qui reprenait un petit peu les éléments que vous avez mentionnés, mais qui disait aussi que ça lui faisait penser à Bimad. Est-ce que vous auriez un retour par rapport à cette... Alors, BIMAD, c'est un workflow. D'accord. BIMAD, c'est une structuration de tes différentes étapes pour pouvoir faire quelque chose. Là, on est complètement workflow agnostique. Dans ce cas-là, on a décidé de ne pas utiliser de workflow, donc on n'a pas de formule. Dans notre prompt, on lui a dit comment faire, comment arriver. Il y a certaines choses qu'il a décidé de faire pour pouvoir arriver à la fin. D'accord. Mais on aurait très bien pu lui dire de suivre l'approche BIMAD. Qui est un workflow comme un autre, enfin un workflow, la formula dont on vous a parlé, on n'a pas voulu aller en détail là-dessus parce que c'est un autre sujet et c'est un peu plus, du coup ça rentre un peu plus dans le truc, c'est un peu plus compliqué, mais on peut utiliser n'importe quel workflow, que ce soit BIMAD, soit SpecKit ou autre, c'est complètement agnostique par rapport à ça. Ok, super, très bien. Nous, On a une autre... on garantit le fait que le fonctionnement va jusqu'au bout. C'est Ouais. les tours de Hanoï, le test des tours de Hanoï, il peut faire un nombre infini de tests ou de plots qu'on met dans les trucs. Peut-être on parlait des workflows, c'est géré par des formulas dans Gaston, et il y a notamment des formulas qui permettent par exemple de gérer comment on passe d'une idée à un plan, et un plan c'est un ensemble de bits et de convoys en passant par les PRD. Donc on va pas aller dans le détail, mais allez voir cette formula là directement sur GitHub, et vous verrez que en fait ça permet d'organiser, comme on le ferait avec un dynamic workflow, hein, tout le workflow de travail. Donc là c'est pour juste exprimer un besoin, préparer le besoin. Donc on n'est pas encore sur l'implémentation, mais on peut faire la même chose sur l'implémentation. Super. On a une autre question de Cédric qui demande si vous sauriez dire la granularité minimale pour une tâche qu'il faudra utiliser comme avec Gaston. Alors, la Gaston, enfin, je te laisserai compléter, Jean-Louis, mais Gaston le décide. Alors, ce qui est vachement intéressant, c'est que il va slicer les trucs, en fait, en vraiment micro-tâches, et à chaque fois, quand il a terminé un travail, il redémarre l'agence, ce qui veut dire qu'on commence par une session fraîche. Si jamais le travail est trop gros, pour l'instant, il va faire une compaction. Par contre, moi j'ai travaillé sur introduire le fait que au bout d'un moment, il va créer une bid pour dire un handoff qui est sous forme de bid pour dire voilà où j'en suis, et tu coupes la session, tu crées une session nouvelle, et il va du coup recréer une nouvelle session et partir d'une session fraîche. Voilà. Mais C'est vraiment c'est le système qui gère tout seul en fait. C'est lui qui va décider de la granularité. Je donne un exemple. Là, dans la démo, dans mon prompt, au départ, je lui disais je veux faire une démo en 15 minutes parce qu'on avait très peu de temps. En 15 minutes, il va prendre la décision de tout faire lui-même. Il va même pas aller créer des polquettes et tout, parce qu'il a une contrainte. Il se dit voilà, j'ai une contrainte de temps, il faut que j'aille très très vite. Donc pour aller plus vite, c'est mieux que ce soit moi qui fasse tout. Alors que même dans Gaston, c'est décrit que le mailleur doit jamais rien faire par lui-même. Donc en fait, on est vraiment sur un système qui est très résilient et qui va s'adapter à toutes les contraintes. Et donc, en fonction des différentes contraintes, que ce soit du temps, même le coût, on peut lui dire je veux pas que ça coûte tant plus que ça, et du workflow qu'on veut utiliser, Gaston, à travers le mailleur, va faire le découpage, le meilleur découpage, quoi. Ok, très bien, super, merci. On a une question de Nathan aussi sur la question du merge de l'APR. Donc, est-ce que ça merge localement ou c'est intégré pour update la branche et quand même faire l'APR? Ça, je peux. Donc chaque Polkat a son propre worktree, et il y a aussi un worktree qui est global. Donc en fait, au niveau du rig,
Donc tout le monde travaille sur son worktree, donc tout le monde est bien isolé, et la refinery fait le merge en local avant de pousser sur le repo distant. Là, dans le cadre du lab, on n'est pas sur un repo sur GitHub, on est sur un spare repo qui est en local, et donc il fait d'abord dans Gaston avec la refinery, et après il pousse sur le repo distant, quoi. Et on peut lui demander de faire des PR à chaque fois. Alors, on va perdre quand même pas mal l'avantage de certains avantages. Quoique, on peut lui dire pour une feature en particulier ou pour un ensemble de features, avant de faire un merge, tu me fais une pull request et tu t'arrêtes là. C'est tout à fait possible. Vraiment, on peut décider du workflow et le façonner comme on le veut. Et on peut le définir avec les formulas, ou on peut simplement l'ajuster en discutant avec le mailleur ou avec le crew, si on va À la avoir volée. des spécificités dans un RI. Donc c'est vraiment. Et alors, ce qui est intéressant aussi, c'est que ça tient compte aussi des skills que vous avez mis dans votre repo. Si vous mettez des skills dans votre repo qui décrivent la manière de travailler, elles seront utilisées par les Polkats. Les Polkats sont des agents, donc ils tiennent compte des skills. Ok, ouais, très clair, intéressant. Il y a une question Bien que on peut même s'affranchir de ça parce que les skills sont parfois c'est géré de manière différente suivant l'agent qu'on utilise, sachant que là on utilise Cloud Code, mais on peut utiliser OpenCode, on peut utiliser Codex, on peut utiliser plein d'agents différents. Et du coup, dans les formules elles-mêmes ou dans la description des agents, on peut très bien mettre des skills qui vont être partagés ou pas au travers différents types d'agents. Yes, très clair. On a une question de Nicolas qui demande si on peut avoir une approche hybride avec des use cases qui seraient faits sans Gaston. Alors oui, c'est du Git, en fait, on travaille sur un repo, donc oui, tout à fait. Après, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut le faire aussi directement dans Gaston avec le crew. Parce que le crew, en fait, on peut créer autant de crew members qu'on veut pour chaque dev d'une équipe, par exemple, qui travaille sur un repo. Et c'est comme si vous aviez votre session Cloud Code ou Codex sur votre repo, mais vous le faites directement dans l'orchestrateur. Donc là, l'avantage, c'est que vous passez aussi par toute la partie merge queue, et donc vous appliquez les mêmes règles d'orchestration. Mais par contre, vous pouvez travailler dans votre environnement isolé, quoi. Sachant qu'en plus ça se passe sur le serveur et c'est sandboxé du coup. C'est pas sur votre ordinateur principal, donc tout est fait en bypass permission là. Donc le système lui-même est protégé. Donc c'est vrai qu'il n'y a pas eu de question là-dessus, mais oui, effectivement, tout est en mode YOLO on ne nous demande pas les permissions. Donc. Oui, en mode YOLO, sachant que que le truc est sandboxé, donc de toute façon, on peut se permettre le YOLO dans ce cas-là. Alors ça, c'est un point important, hein. Sandboxer vos instances de Gaston, ne l'installez pas directement sur votre machine. Si vous avez toute l'intention d'installer un Gaston juste après le talk, mettez-le dans une sandbox. Vous voulez passer un bon week-end après, c'est un peu ça la question. On a une question de Florian, vous l'avez évoqué déjà, je pense, sur le fait sur la possibilité. La réponse est oui. Ouais, ok. Très bien. J'ai pas eu la question, mais je la vois pas. Mais ouais, oui, toi t'es en full screen, donc tu ne vois pas. Alors la question c'était est-ce qu'il est possible d'assigner dynamiquement un modèle à un Polkat en fonction de la complexité de la tâche? Oui, il y a un flag. Je te vois hésiter. Ouais. Oui, il y a un flag pour ça. Donc. Est-ce qu'il y a des trucs par défaut, mais est-ce que tu peux le changer? Ok. Très bien. Oui, je confirme. Super. Une question de Mike qui demande si la spec est archivée dans le repo. Alors oui, d'une certaine manière. Parce que en fait, je te laisse ouais, dans le cadre de la démo, bids, en fait. Qu'est-ce qui est, parce que la spec, là, ce que j'ai dans le cadre de la démo, les use cases, ils sont dans la doc parce que c'était plus simple. Mais en fait, comme ça, il peut les récupérer directement et j'ai juste à lui prompter d'aller regarder la doc. Mais on peut tout à fait avoir les specs partout ailleurs, en fait, et lui dire où les récupérer et lui donner un lien, par exemple, à un endroit où on a nos PRD. Donc, c'est pas nécessairement dans le repo. Par contre, après, une fois que lui, il aura fait l'analyse et tout son découpage, comme le disait Emmanuel, ça, c'est géré avec les bids. Donc là, après, tout est traçable, tout est observable. Là, on rentre dans le système Gaston après, quoi. Et les builds sont un remplacement utilisable directement par les workers de Git issues en fait. Hein. Ce sont des issues. C'est un graphe de tâches. C'est mieux qu'une issue hein, parce que tu as les priorités, tu as vraiment plein de choses dedans. Et si vous voulez creuser, derrière c'est les bits, c'est du DOLT
Et Dult, en gros, c'est une base de données sur du Git. Donc en gros, c'est le Git de la data, quoi, si vous voulez. Ok. On a une autre question de Cédric qui demande si l'exécution se fait forcément en local ou si ça peut être distribué sur plusieurs nœuds. Alors, sur Gastown, les possibilités sont limitées. Par contre, sur Gas City, tu as des ah merde, je sais plus le nom, mais oui, tu peux tomber sur un cube. Alors, ouais, tu fais. Et tu as même, alors tu peux l'installer Ah sur oui. un cube, et maintenant, Oui, tu as même un truc qui s'appelle Westland, qui permet de créer des clusters d'instances Gaston pour les faire travailler ensemble. Donc autour de Gaston, il y a aussi tout un écosystème. Et ça, notamment, ça permet, si vous voulez créer un cluster chez vous et puis le rendre dispo pour pouvoir développer des tâches qu'on vous propose, vous avez Westland qui permet de faire ça. Donc oui, on a des mécaniques où on peut avoir des instances qui fonctionnent en cluster, et on peut aussi déployer une instance dans un cluster. Alors du coup, ça c'est encore un autre niveau où il y a des clusters, et avec Gas City maintenant, ça s'appelle des providers. On a différents types de providers, dont un provider Kubernetes. Donc votre nœud peut être basé sur un cluster Kubernetes qui va s'occuper de faire toutes ces tâches-là. Voilà. Ok, très bien. Super, merci à tous les participants pour toutes ces questions. Moi, j'avais une petite question, du coup, au passage, il y a quand même beaucoup de notions, de termes, etc., qui sont liés à ça. Si on veut s'y mettre, si on veut tester, est-ce que vous auriez des ressources à proposer, à partager, ou des éléments qui peuvent être intéressants pour creuser un petit peu? Alors oui, il se trouve que pour essayer de comprendre en plus le passage de Gastown à Gas City, j'ai fait une mise à jour. Alors je participe au projet, hein, je suis contributeur, et notamment sur la doc de Gas City, j'ai en gros écrit une explication de comment est-ce qu'on passe de Gastown à Gas City, qui donne des éléments de Gastown et qui reprend Gastown et comment est-ce que ça marche et qu'est-ce que ça fait. Donc allez sur tu fais gascity. Je sais plus ce que c'est, je crois que c'est Gastown Hall, Gas City, un truc comme ça. J'essaie de trouver ça. Voilà, c'est ça, Gas City. Voilà, hop. Et vous avez il y a un Discord aussi qui est très bien. Oui, Coming from Gastown. Après, alors ça c'est sur la partie Gas City, et sur la partie Gaston, vous allez l'avoir aussi. C'était là. Si vous allez dans la doc, là il y a tous les concepts qui sont expliqués. Alors, j'avoue, moi je trouve ça difficile à digérer, et c'est pour ça que, comme j'allais sur Gas City, j'ai retravaillé la doc pour pouvoir justement essayer de clarifier ce truc-là. Voilà, c'est pour Gaston, c'est pas. Voilà, c'est dans le guide, c'est celui-là, non? Je sais plus lequel. Non, tu remontes tout en haut. Ah pardon. Remonte. Ah, celui-là, Coming from Gastown. Voilà, Coming from Gastown. Donc du coup, là, on refait un point de comment est-ce que marche le Gastown, quels sont les rôles, les mécanismes, les comportements et les trucs. Voilà. Donc ça, du coup, ça redonne, ça remet un peu sur le map qu'est-ce que ça fait et comment ça marche. Super. Merci beaucoup, messieurs, pour cette présentation. Très propre dans la forme, parce que la présentation à deux avec les switches, slides, démos, etc., impeccable. Et merci aussi pour les réponses pour nos participants. Pour ceux qui auraient manqué le début, on fait toujours pas mal d'événements du côté de la communauté des VZI, que ce soit des lives comme aujourd'hui ou des meet-up en présentiel à Paris, Bordeaux, Lyon, et la conférence qui arrivera le 12 octobre. Si tout ça vous intéresse, ou pour nous rejoindre sur le Slack où on discute un peu tous les jours de ces différents sujets, devw.ai, le site de la communauté, devw.ai. Et on se retrouve du coup vendredi prochain à la même heure en ligne sur LinkedIn pour le prochain live. Merci à tous, bon appétit et bon week-end. Merci à tous, bon appétit. Merci. Au revoir.